Le 10e jour, au milieu de la nuit, les spéléologues émergent du gouffre de Vitarelle. Nicolas Violande est le premier à être hissé à la surface à l'aide d'un treuil. C'est-à-dire c'est quand même une opération qui a duré 11 jours. On n'a jamais eu d'expérience, une autre opération d'une telle durée en France. Le gouffre de Vitarelle est maintenant officiellement fermé et la zone militaire désormais interdite aux spéléologues. Personne ne visitera plus ces grottes avant longtemps, à moins qu'on ne découvre un autre chemin pour y accéder. Aujourd'hui encore, nombreux sont les spéléologues qui continuent de chercher une nouvelle entrée, une fissure, un puits qui les mènera à l'abîme. Nous sommes ici au forage qui a été réalisé en 1999 lors de l'opération de sauvetage, où 7 personnes étaient coincées dans le réseau des Vitarelles pendant leur exploration, une pluie torrentielle les ayant coincées. Ce puits artificiel a été creusé par forage sur 26 mètres de profondeur. Il est le fruit du hasard car la topographie n'étant pas suffisamment précise, nous avons été obligés de réaliser plusieurs sondages et le hasard a voulu que celui-ci puisse permettre de jonctionner avec le réseau de l'eau souterraine. Aujourd'hui, nous sommes en mai 2010. Alors que s'est-il passé depuis 1999 à mai 2010? Alors, pendant quasiment 10 ans, c'était stand-by. Et puis, en 2007-2008, nous avons signé un acte notarié nous permettant d'acquérir ce forage qui va nous permettre d'accéder au réseau des Vitarelles. Alors, nous allons le réagrandir de façon à ce qu'il soit suffisamment confortable pour accéder au réseau de manière autonome et en cas de secours de pouvoir faire passer une civière à l'intérieur. Un accès pour tous, un libre accès pour tous au réseau des Vitarelles, au réseau de l'eau souterraine plutôt, puisqu'il reste des découvertes à faire dans les parties amont du système de ce réseau. Libre accès mais avec une gestion cohérente car il y a 2 stations de pompage qui sont installées en aval de ce système-là et les relations avec les institutions sont d'ores et déjà mises en place pour pouvoir gérer correctement cette cavité et faire toutes les études nécessaires pour mieux connaître tout le système hydrogéologique ou le plus possible en tout cas de ce réseau. Comment se fait-il que le CDS se soit retrouvé propriétaire de ce trou? L'idée c'est de créer une dynamique d'exploration sur le département du Lot mais aussi en Midi-Pyrénées. Et la volonté, c'est que ce soit une instance fédérale de manière à ce qu'il y ait une continuité dans le temps et que ce ne soit pas seulement un individu qui gère cette cavité. Réalisation de 10 trous de 29 mètres, diamètre 89, autour du forage existant de 440 mm. Voilà les 2 spécialistes des travaux à l'explosif, Nitro Big Four et Nitro Big Four. Monsieur Nitro et Big Four. Voilà. Ils viennent nous livrer les explosifs. Voilà, vous mettez ça par terre là.
J'envoie. On bouge. Je la perds fort. Allez. Suite au déplacement des strates, la quête, due au premier tir dans le puits, nous avons dû faire exploser depuis le bas du forage. Maintenant, tout va comme prévu, nous tirons depuis le haut. Alors on charge que 7 trous sur les 10, parce que notamment celui-ci qui a une très forte déviation, on ne sait pas où il va, on n'arrive pas à le retrouver en bas, donc on ne le charge pas puisque ça serait être une charge bloquée qui ne servira à rien. Et ici on a un trou qui est bouché à cause d'une faille d'argile, plus un autre qui est bouché encore au milieu. Donc on charge que 7 trous, on tire tout en instantané. On met en place des petites bouteilles au fond, parce que les trous ils sont sans fond. Les chips, pour combler les vides entre la bouteille et la paroi. Benoît, donc nous avons préparé des charges linéaires avec du cordeau 10 grammes au mètre et des cartouches de 35 470 et une de 500 470 en pied. Pourquoi devons-nous faire des charges comme ça pour agrandir ce puits du Bré? Alors on a ici une charge de Nitram 9, on est très largement surchargé, on est à peu près à 15 km3. On utilise une charge aussi forte pour passer l'effet de voûte et l'effet de canon en chargeant tellement fort qu'on s'affranchit de ces deux contraintes. Donc l'effet de voûte parce que les trous sont circulaires et qu'on tire en instantané, et l'effet de canon puisqu'on n'utilise pas des grandes hauteurs de bourrage, on n'utilise que 50-70 de bourrage pour ne pas perdre les trous avec du bourrage fondu, puisqu'il suffit qu'on ait 70 cm de bourrage fondu. On ne peut pas charger les tirs jusqu'en bas et on obtient un pied qui nous bouche le puits. Donc c'est pour ça qu'on utilise une charge renforcée de 1 kg en pied pour bien chasser le pied du trou, voilà, qui est bourré. Donc on va descendre cette charge qui est amorcée avec un cordeau 12 grammes, avec un numéro 0 qui est placé au-dessus, et une bouteille qui fait office d'obturateur pour qu'on puisse bourrer le trou sans le remplir complètement. Voilà, on descend la charge complètement. Ah, voilà, la charge est au fond. On va pouvoir bourrer le trou par-dessus. Allez, c'est parti, vas-y. Attention à la mine. 3, 2, 1. Voilà. La messe est dite. Attention à la mine. 3, 2, 1. Attention à la mine. 3, 2, 1. Voilà, donc nous arrivons à la base du puits du Bré.
Nous sommes au fond du feu forage et puis du Bray maintenant. Donc tu éclaires la galerie en face, on voit une galerie là-bas. La salle au pied du puits du Bray est immense. Cette salle s'appelle désormais la salle du concassé, car elle contient tous les produits du minage. Il y avait Guy, en dessous là, qui achève d'équiper. Voilà, donc nous sommes au fond du puits, voilà. Le forage est en haut, avec l'immense concrétion. Le cône est débouli. Voilà, et le passage est là-haut, la suite de la grotte est là-haut. Voilà, et on voit bien en train de manœuvrer les cordes. Voilà, donc après avoir franchi le forage de 30 mètres, 44 cm de diamètre, arrivé dans la salle, qui est relativement grande, et alors tout de suite deux passages se présentent. Celui-ci qui est sur le côté gauche, avec le départ de la galerie là-bas, qui va donner une galerie de 200 mètres de long environ, et malheureusement, aucune suite ne sera trouvée dans ce secteur. Par contre, une autre équipe viendra dans la cavité et va procéder à l'escalade ici de ce mur et tenter de trouver une suite derrière cet orifice, derrière ce bec rocheux. Et en fait, le passage s'avérera être un peu plus à droite dans ce secteur. Donc voilà, sur le chemin du retour avec Philippe Cassé, j'ai grimpé ce passage et trouvé un petit passage sur la droite qui a permis d'accéder à une galerie derrière. Et la suite du sauvetage donc, sera équipée ici pour un accès plus direct, puisque c'est la même galerie qui est occupée par une coulée. Et de l'autre côté, on trouvera la suite du réseau. Voilà, donc là c'est l'arrivée en haut de la coulée. L'arrivée qui a été équipée pour le sauvetage. Voilà, donc au moment du sauvetage, nous sommes arrivés dans cette grande galerie. Et on s'est dit que cette fois la jonction allait se faire. Le courant d'air étant suffisamment fort. Galerie avec de grands volumes. Voilà, alors quand nous sommes arrivés ici avec Philippe Cassé, on a remarqué qu'il y avait cette partie avec des possibilités peut-être de départ. Mais le point le plus évident, on a bien vu qu'il se trouvait ici en bas. Et comme on devait accéder à une rivière qui se trouvait 100 mètres plus bas, nous avons décidé de filer dans ce conduit. Voilà, en fait, ce conduit va mener à une flaque d'eau et au pied de laquelle se fera une escalade de quelques mètres qui va s'arrêter sur une trémie. Donc le retour se fera vers ici pour aller voir éventuellement cette galerie en espérant que celle-ci veuille bien nous donne accès au réseau. Ah, ça passe là, ouais. Voilà, donc l'autre côté du passage étroit, du premier passage étroit. Et arrivé ici, il y avait ce passage qui aujourd'hui a été agrandi, mais il faisait 10 cm de haut pour 40 $ environ. Et donc c'est Philippe qui l'a agrandi et qui est allé voir derrière ce qui s'est passé. Donc depuis il a été agrandi, puis sa jonction a été faite. Et on va aller voir ce qu'il y a. Alors étonnamment, cette galerie remontée. Mais tant pis, il y avait le courant d'air, donc on est allé voir un peu ce que ça pouvait donner. Voilà, donc là, nous sommes arrivés sur la trémie qui obstruait complètement la galerie. Et puis, avec beaucoup de chance, donc, en regardant l'agencement de celle-ci et en enlevant quelques cailloux par-ci par-là,
nous avons réussi à franchir cet obstacle qui fait 3 mètres de haut. Voilà, et c'est derrière que se trouve la suite. Ouais. Donc voilà la trémie. Et on aperçoit le passage dans celle-ci. Voilà alors la sortie de la trémie. Et tout de suite, dans ce passage qui aujourd'hui particulièrement agrandi, ce passage faisait 20 cm de large, 20 à 30 cm de large pour 10 cm de haut. Par contre, on entendait le bruit de la rivière, le grand bruit de la rivière derrière et le courant d'air. Tout le courant d'air sortait de là. Mais tout de suite, c'est imposé d'aller visiter le secteur haut de la trémie, puisqu'on avait l'impression que peut-être un passage existait. Mais malheureusement, tout était bouché. Donc, nous sommes venus là avec la seule pelle que nous avions, une petite pelle US, et on a déblayé les 2 mètres que l'on voit. Pour obtenir un passage, ça a permis de passer à plat ventre et d'aller rejoindre l'arrière de la galerie que l'on voit très grande. Voilà, c'est le trou noir que l'on aperçoit. Et ensuite, lors du sauvetage, avant que les victimes n'arrivent, le passage a été agrandi de manière à faciliter l'accès.